Et avec moi aujourd'hui, Xavier Hofer. Bonjour monsieur. Bonjour. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une personnalité qui a défrayé la chronique, Jeffrey Epstein. Vous présentez aux éditions du Cerf, Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture. Un livre bien entendu qui est disponible sur la boutique de TVL sur tvl.fr. Alors c'est un livre foisonnant d'informations, ça a dû être très compliqué à réaliser. Vous dépeignez une figure qui est finalement à la tête d'un réseau tentaculaire, un réseau mafieux, je crois qu'on peut employer ce mot, mais à la fois c'est aussi un homme parti de nulle part, dont la trajectoire quelque part a quelque chose de subjugant. C'est une affaire qui, d'un bout à l'autre, défie l'entendement. Chaque élément qu'on prend ne rime à rien et n'a absolument aucune espèce d'équivalent nulle part. C'est ça qui m'a fasciné. Au départ, c'était un sale type qui, Lolita, vous savez, les fruits verts, là, 12, 13, 14 ans, abusait naturellement de toutes celles qu'il pouvait acheter parce qu'il était fort riche. Et ça aurait pu être une simple histoire de pédocriminalité. Comme ça, voilà. Auquel cas, voilà, c'est naturellement triste. L'individu en question mérite de croupir en prison le plus longtemps possible, mais il n'y a pas de quoi écrire une thèse, si vous voulez. Et là, il y a de quoi écrire une thèse et même un livre de 350 pages, car rien ne tient debout. Vous avez un individu dont on ne sait pas d'où il a acquis sa fortune. Encore aujourd'hui, on ne le sait pas. Je vous dis que rien tient debout. Pas de sa famille, en tous les cas. Il est d'origine assez modeste. Non, très modeste, très modeste. Une famille de petits employés, etc., de New-Yorkais, de base, quoi. Voilà un homme qui... en quelques années, alors qu'il avait déjà été condamné pour détournement de mineurs et trafic de mineurs, etc., a facturé à un milliardaire new-yorkais qui s'appelle M. Léon Black, qui est à la tête d'un des plus gros fonds d'investissement des États-Unis, pour 158 millions de dollars de factures, pour du conseil. Alors, quand vous êtes conseiller d'un milliardaire, vous lui demandez 100 000 $ de l'heure, même des sommes comme ça importantes, vous gagnez à la fin de l'année quelques millions de dollars. Si jamais vous avez des primes de succès parce que vous lui faire quelques dizaines de millions de dollars, jamais personne aux États-Unis dans l'histoire n'a gagné 158 millions de dollars en donnant des conseils à un individu du style « vaut mieux acheter ceci que cela ». C'est inouï. Pourquoi a-t-il gagné cet argent? On ne le sait pas. Monsieur Black a dit « bah oui, il avait ma confiance, je ne comprends pas comment j'ai pu agir ainsi ». Voilà. Et à chaque fois, on tombe sur des choses incompréhensibles. Et à chaque fois, on tombe sur des très grands noms. On sait par exemple qu'on parle souvent de la banque JP Morgan, oui, qui s'occupe des finances de Jeffrey Epstein. Mais voilà, exactement. 10 ans après qu'il ait été condamné pour détournement de mineurs, et que donc 10 ans après que ce personnage soit devenu intouchable et un risque de réputation pour la banque. Vous allez dans votre banque, vous dites alors comme ça, vous financez les pédophiles. Mais quand je dis qu'il le finance, c'est que maintenant aux États-Unis, quand vous sortez de l'argent en espèces, aux États-Unis, en France, pareil, dans ma banque, pour 3 000 €, je suis obligé d'écrire une lettre pour expliquer pourquoi. Alors voilà un individu... c'est tout simple, ça m'a pris 5 minutes et puis c'est normal que les gens s'intéressent à la raison pour laquelle on sort des espèces dans une société qui en a de moins en moins. Hein. Bref, Epstein, pendant 10 ans chez JP Morgan, il sortait chaque semaine 50 000, 80 000 $, des centaines de milliers de dollars par mois, peut-être plus, pas loin d'1 million par an, et personne ne lui a jamais rien demandé. Et quand les gens de la base, qui s'appellent la compliance, vous savez, c'est ceux qui regardent les comptes pour savoir si on finance pas des trucs de prostitution, de la drogue, des trucs comme ça, si vous respectez bien les règles, si les gens chargés du maintien des règles de JP Morgan, 10 fois, ils ont fait, 10 fois, 100 fois, ils ont fait remonter des rapports en disant pas normal, regardez ce mec condamné, vous êtes sûr que c'est... Warning. Oui. Et rien. Voilà. Et à la fin, vous avez... quand je vous dis que c'est incompréhensible, un individu qui, avant, mais aussi après qu'il ait été condamné, a été reçu 17 fois à la Maison-Blanche par Bill Clinton. 17 fois. Une fois, un type arrive à se glisser dans la queue des gens qui viennent regarder les tableaux internes de la Maison-Blanche. Vous dites, la journée du patrimoine. Oui, c'est ça. Bon, vous dites, comment voulez-vous qu'on sache? Mais 17 fois. Et puis, quand je vous disais que dans cette histoire-là, tout est incompréhensible, c'est-à-dire,
c'est pas scandaleux, on ne comprend pas comment ça a pu se produire. C'est hallucinant. Celui qui était à la Maison-Blanche à ce moment-là, chargé notamment des rendez-vous de Bill Clinton, le chef du cabinet ou quelque chose comme ça, celui qui a signé et qui a donné les accès, bien entendu avec l'approbation du président. On ne peut pas trouver un mec dans votre bureau, qu'est-ce qu'il fait là? J'avais envie de vous présenter mon cousin Ernest, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Donc, il avait donné son accord. Et donc, le type, après ça, quand il cesse sa carrière à la Maison-Blanche, il retourne dans la vie civile. Epstein est tué, se suicide, on ne sait pas trop là non plus, vous allez voir, c'est bizarre. Parler, et ce bonhomme est retrouvé mort dans un champ. Alors, il avait essayé de se pendre et en même temps, il voulait, pour être sûr de ne pas se rater, se tirer un coup de fusil dans la poitrine. Sauf que le premier rapport du shérif, on trouve le fusil à 20 mètres. Enfin, mais ça, c'est quand même, vous savez, le célèbre « je n'ai nettoyé mon arme, le coup est parti », mais pas à 20 mètres quand même. Hein. Donc, rien ne colle, rien ne colle. Un an avant les événements d'Epstein, vous avez un audit général qui est fait sur toute la vidéo de tout l'établissement. Tout va bien, tout fonctionne. Et là, Jeffrey Epstein rentre dans cet établissement. Il est mis dans une catégorie spéciale des gens qui, compte tenu de la gravité des faits, peuvent avoir envie de se suicider. Et donc, il est soumis à des interrogatoires réguliers par des psys. Il dit non, vous savez, bon, c'est dur ce qui m'arrive, mais je vais m'en tirer, et puis à la fin, mon innocence éclatera au grand jour, et puis j'aime trop la vie, et puis je suis trop lâche, je n'arriverai pas à me donner la mort, mais il leur dit ouvertement comme ça, voilà, et puis en plus, étant juif, dans ma religion, le suicide est interdit, je ne suis pas un grand pratiquant, mais quand même, j'ai certains repères, enfin... En matière libidinale, pas trop, mais dans des autres domaines, voilà. Et voilà, et donc on a ça, et puis on a, à la suite de quoi, une première tentative de suicide. Les caméras sont en panne. Et à la fin, on nous dit, non, finalement, il y en avait une sur deux qui marchait. Oui, mais on a perdu la bande. Voilà, ça c'est la première, c'est la première tentative. À la deuxième tentative de suicide, comme il a fait une première tentative, il est encore plus surveillé qu'avant, le personnel qui est à la distance où je suis de vous, la porte de la pièce où sont les gardiens et puis la porte de sa cellule, il est à la cellule contiguë. Ils ont 5 mètres à faire pour aller jusqu'à la porte de sa cellule et ils sont censés regarder par un œilleton toutes les 30 minutes. La nuit où il meurt, ils sont en train de faire leurs courses sur Internet et ils truandent les trucs, ou alors en train de dormir ou quoi, pendant 6 heures. D'affilée, il n'y a aucune espèce de surveillance. Et donc, à la fin, ils y vont vers 6h30 en disant, bon, quand même, on va peut-être faire un tour, là. Et ils voient par l'œilleton qui est un corps par terre allongé. Et là, c'est le catalogue, ce qu'il ne faut jamais faire quand il y a un mort en prison. Vous n'êtes pas censé toucher à la porte, parce que, naturellement, il y a des empreintes, etc., plus l'ADN, plus ceci, plus cela. Il ne faut même pas toucher à la porte. Il faut aller chercher les gardes, que les gardes fassent un rapport disant elle était fermée à clé, elle n'était pas fermée à clé, elle était entrouverte, quoi que ce soit, etc. Faire tous les panneaux de la porte avec des produits pour l'ADN, des empreintes digitales et tout. Et à l'intérieur, le corps est par terre, il commence à patouiller dans tous les sens. Alors, soi-disant, il s'est pendu avec un drap qu'il avait déchiré, mais dans la cellule, ultérieurement quand même, malgré que le fait que la scène de crime ait complètement été ravagée par les types qui l'ont tiré, qui l'ont sorti, qui l'ont amené à l'hôpital, mais il était déjà mort, quoi. Voilà, c'était simplement pour essayer de se trouver une excuse ou quoi que ce soit. Et donc, dans la pièce où vous avez un type qui a des intentions suicidaires, il y avait 4 câbles d'ordinateur. Mais vous savez, des câbles d'ordinateur, c'est extrêmement solide. Ça est surprenant qu'ils soient pendus avec les draps, oui. Oui, pourquoi on est là? Mais alors là, voilà. En plus de ça, déjà, ce qui a rendu fou toute la conspiration, la conspiratosphère, je ne sais pas comment ils appellent quoi, c'est qu'il meurt, il est quelque chose comme 6 heures, le temps que les gardiens le sortent de sa cellule et puis l'amènent à l'hôpital, il est 7h30, et là, sur un des pires sites conspirationnistes des États-Unis, qui s'appelle 4chan,
CHAN. Il y a un type qui met un post, qui met un message à 7h30 en disant « Ne me demandez pas comment je sais, Epstein est trouvé mort dans sa cellule. Screen cap this », ça veut dire faites une copie d'écran parce que ça va sauter dans les minutes qui viennent. Et comment l'a-t-il su? On ne le sait toujours pas. Alors vous voyez, sur un site de conspiration où il y a les petits hommes verts, les reptiliens, les machins, les conspirations des francs-maçons, etc., le truc arrive droit là-dessus et personne ne sait comment. Une histoire de fou d'un bout à l'autre.